Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, vous êtes sur Zouk TV dans l'émission Écoutez pour comprendre. Ne changez surtout pas de chaîne et restez jusqu'au bout pour comprendre, surtout écouter et comprendre ce que nous dit aujourd'hui Madame la maire de la Trinité, Madame Patricia Tell, qui a accepté notre invitation. Madame Patricia Tell, mes respects, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Grabin. Merci de m'avoir convié, d'abord. Et merci aux téléspectatrices, téléspectateurs qui nous écouteront, qui nous regarderont. Et puis, comme vous l'avez dit, qui resteront jusqu'au bout pour écouter, pour comprendre. Surtout que vous avez des informations à nous donner sur la Trinité. Vous êtes, en dehors d'être maire, vous êtes la deuxième vice-présidente de la CTM. Oui, c'est ça, de l'Assemblée de Martinique, c'est bien ça, oui. Et vous êtes en charge de? En charge de la coopération internationale. Ça tombe bien, nous allons pouvoir, dans notre échange, coopérer avec la Caraïbe. Ok, très bien. Vaste sujet qui nous attend. Alors, Madame Tell, aujourd'hui, on est dans la, je dirais, dans la dernière ligne, si vous me permettez cette expression, de l'élévation du niveau de la mer. Est-ce qu'au niveau de votre commune, vous avez commencé déjà à mettre des choses en place? Écoutez, nous sommes interpellés par cette problématique et depuis quelques années déjà, nous travaillons avec des spécialistes sur ce problème en réalité du changement climatique, qui induit donc la montée du niveau de la mer. Et nous, élus, sommes interpellés par le fait que nous devons penser autrement, nous devrons, pour l'avenir, imaginer l'aménagement du territoire autrement. Et donc, nous avons des populations qui sont sur la frange côtière et qui sont parfois tout près de la mer. Et il faut imaginer un déport vers les Mornes. Et donc, d'ailleurs, pour la Trinité, comme pour toutes les autres communes côtières, il faut que nous soyons dans cet état d'esprit. Alors, nous avons eu l'occasion, sur Tartane particulièrement, d'organiser, donc avec les précédents maires, mais moi aussi, donc depuis que je suis maire, j'ai eu l'occasion d'avoir une réunion publique où on a évoqué ça. C'est-à-dire que nous avons un cabinet d'études qui a travaillé avec nous sur le recul du trait de côte. Et donc, on a un petit peu présenté les résultats de cette étude-là à la population. Et c'est vrai que cela génère beaucoup d'inquiétudes, parce que les personnes qui sont là, qui ont toujours vécu là, qui parfois sont nées là, et leurs parents habitaient là, et qui entendent que l'un de ces jours, il va falloir partir de là. Et vraiment, nous avons des secteurs sur Tartane, Font-Basile particulièrement, où nous regardons attentivement et nous devrons imaginer des solutions avec les populations. Autant que vous avez votre voisin, cette Marie, sous la gouvernance de Guido Dino, qui avait déjà anticipé, qui a déplacé toute une partie de la ville vers l'eau. De la gendarmerie, enfin, tout ce secteur a été complètement revu. Tout à fait. Cette partie basse. Tout à fait. Et il faut vraiment que ça soit dans l'esprit donc de chaque élu de commune côtière. Donc, on parle de la Trinité, donc singulièrement à la Trinité, pour prévoir d'autres aménagements. Alors, vous savez, la difficulté, M. Grabin, c'est que nous n'avons pas beaucoup de réserves foncières. Nous sommes une des communes où il n'y a pas beaucoup de réserves foncières. Et puis, il faut préserver les terres agricoles. Oui. Donc, quand vous allez déplacer des populations pour les amener du bord de mer vers l'intérieur et vers les Mornes, attention, il y a le Sar.
Et voilà. C'est l'envoi pain qui va tomber. Et donc, c'est une vraie difficulté aussi dont il faut tenir compte. Et donc, il va falloir probablement slalomer pour trouver. Mais, en tout cas, cela s'impose à nous. Cela s'impose à nous. Mais nous restons confiants parce qu'on a une population qui est à l'écoute, qui sait écouter. Dès lors qu'on ne leur raconte pas des bobards, qu'on leur dit la vérité, ils comprennent. Oui. C'est difficile de se dire, bon, après 50, 60 ans de vie dans ce territoire-là, on remonte. Bon, mais enfin, c'est la compréhension qu'il faut porter, c'est l'explication qu'il veut donner. Oui, alors je suis totalement d'accord avec vos propos. Et c'est là qu'on parle aussi de rencontres participatives et de rencontres collaboratives avec la population, parce que il faut tout au long de l'année prévoir des moments où vous avez des échanges avec la population. Et concernant ce sujet que nous évoquons, les personnes sont de plus en plus sensibilisées parce que quand vous allez cliquer sur votre bouton, sur votre télécommande pour allumer la télévision... Tomber sur le sujet. Exactement. Quelle que soit la chaîne. Exactement. Donc il y a une sensibilisation qui est accrue. Et puis, parfois, on voit des catastrophes dans des parties du monde qui, jusque-là, étaient protégées. Et on entend bien que tout ça est lié au réchauffement climatique, à la montée du niveau de la mer. Et donc, on a des cataclysmes gigantesques et qu'on ne connaissait pas dans certaines régions du monde. Et même en France hexagonale, vous avez des crues impressionnantes. Vous avez des populations qui, en quelques heures, voient totalement disparaître leurs maisons par la montée d'un fleuve, par la sortie du nid, parfois d'une simple rivière. Et oui, il y a forcément une sensibilisation donc de toutes et de tous par rapport à ça. Mais nous élus, nous avons pour mission d'anticiper et d'aller au plus près des gens pour leur parler, parce que les gens là au cas dire au cas expliquer yo qu'à comprendre. Alors parfois on va toujours avoir une contradiction. Voilà, c'est et normal. puis bon, des titres, même parfois des titres dans réunion là. Dans la réunion, vous allez trouver mais en réalité, il faut parler. Et même quand c'est difficile, il faut affronter la difficulté. Nous, élus, nous avons ce devoir-là. Mais parler vrai, dire aux gens la vérité, même si la vérité fait mal. Oui, il faut la dire. Bon, maintenant, il y a des réalités qui sont là. On peut y échapper. Là, par exemple, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a une tropicalisation qui se met en place au niveau national. Ce matin, en écoutant les infos sur LCI, je découvre quoi? C'est qu'il y a plus de 60 cas de chikungunya nés sur place. C'est ça, donc c'est pas un des cas importés. Non, c'est pas. C'est endogène. Ouais. Et la chance pour nous, c'est que eux, ils vont travailler très vite sur des solutions pour résoudre le problème, comme ils ont fait pour la dengue, comme ils ont fait pour les autres maladies tropicales. Et là, c'est une chose qui, comme je vous dis, avec le changement climatique, mais il y a différentes choses qui se passent, qui se mettent en place. Maintenant, on a le réseau routier qui va souffrir. Le réseau électrique qui va souffrir. Absolument. Le réseau d'eau qui va souffrir. Absolument. Quand on sait que dans votre ville, dans la traversée du Bourg, il y a un 800 qui est dans l'axe de la route. Oui, et en fait, ce seront des dommages collatéraux. Dommages collatéraux auxquels nous devons penser dès maintenant également. Et à la Trinité, nous avons des difficultés sur notre réseau électrique et vraiment dans le futur réseau, dans les futures réparations à venir, sur les futurs aménagements à venir, nous devons penser avec cette donne dont nous parlons. Et comme je vous dis, il y a des choses qui vont bouger. C'est un véritable chantier que nous laissons pour nos enfants. Mais c'est à nous
de mettre en place des premières fondations. C'est exactement ça. Et des fondations qui doivent être solides. Oui. Donc, Et ne pas connaître les erreurs du passé. Oui, exactement. Nous devons tirer les enseignements du passé pour être à peu près sûr, on n'est jamais certain à 100%, mais à peu près sûr que la voie dans laquelle nous nous engageons pour les fondations dont nous parlons soit les bonnes, quoi. Il faut que ça soit... Alors, il y a un savoir-faire que nous avons ici, il ne faut pas l'ignorer. Il est là, il faut le faire savoir. Et c'est à vous, justement, de le faire savoir dans la Caraïbe par rapport à votre mission actuelle. Oui. Alors, dans la Caraïbe, en fait, nous avons diverses petites îles voisines, et puis nous avons aussi la Grande Caraïbe, mais nous avons exactement les mêmes difficultés. Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Et il y en a un qui est un problème majeur en ce moment, ce sont les sargasses. Eh bien, on connaît les sargasses sur toute cette zone géographique. Et le challenge, là, c'est que nous nous mettions ensemble pour trouver des solutions ensemble. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous mettre en place pour pallier aux difficultés qui se présentent à nous? Comment allons-nous valoriser les sargasses? Parce que dans certains pays, donc, il y a de sérieuses réflexions sur la valorisation des sargasses. Donc, je crois que la coopération, en coopération, c'est ça, il faut être deux. Au moins c'est comme pour le tango. Voilà, exactement. Et donc, il faut voir ce que chacun peut porter à l'autre. Et donc, ça doit aller dans les deux sens. Et nous avons actuellement de véritables motifs de nous mettre ensemble, parce que nous serons plus forts ensemble. Il y a des pays qui sont bien avancés et avec lesquels nous devons travailler pour faire face aux fléaux que nous avons à affronter. Alors, j'ai parlé des sargasses tout à l'heure, mais sur le plan santé aussi, il y a une coopération médicale à mettre en place. Nous, avec le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Martinique, nous avons, par rapport à certains pays voisins, nous avons de véritables technologies de pointe. Et donc, il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour voir comment on fait pour avancer ensemble. Cuba, sur le plan de la médecine, là, nous avons vraiment, et ce sont nos frères cubains. Donc, on nous regarde, ouais, comment il y a nos cas de travail. Alors, par le passé, c'est vrai qu'il y a déjà eu des expériences, il y a des expériences isolées, mais il faut que ça devienne non pas l'exception, mais la pratique. Oui. Et quand on a une ville comme le Lamentin, pour moi, ça nous sert d'exemple. Donc, les liens instaurés donc pour une coopération fertile avec Cuba, ce sont des modèles que nous devons adopter à l'échelle de notre territoire. Donc, et chaque pays qui nous donne, donc nous pouvons également donner ce que nous avons. Et c'est comme ça qu'on doit envisager la coopération. Alors, sur le plan sanitaire, enfin, les premières pierres seront posées pour le nouvel hôpital de Trinité. Quand? Ah, Monsieur Grabin, oui, voilà, il faut dire quand. En fait, avec l'ARS, nous y travaillons activement. Je cite l'ARS parce que c'est l'administration d'État donc qui pilote la reconstruction de l'hôpital de la Trinité. Et donc, nous sommes sur un pôle santé qui réunira le service d'incendie et de secours, la reconstruction de l'hôpital de la Trinité, donc l'hôpital. Alors, il y a un partenaire qui était là, mais qui n'en est plus. C'était la Valérienne qui souhaitait se repositionner donc sur ce site. Mais c'est un énorme chantier. Et le jour où nous pourrons parler de la pose de la première pierre, on pourra dire que on a bien avancé. Pour l'instant, vraiment, nous avons des réunions régulières. Il y a un comité de pilotage, donc adossé, il y a un comité technique, et donc que ça soit les administratifs, les techniciens du CHUM, de l'ARS,
de l'hôpital, enfin du Louis Domergue à la Trinité, de la mairie, de la CTM, de Cap Nord. Nous travaillons de concert. Hein. Et donc, il y a quelques mois, une convention quadripartite a été mise en place pour prévoir, asseoir cette reconstruction. Donc, qui se fera où? Qui se fera au quartier des Marinières, à la Trinité. Donc, pour le téléspectateur qui... Oui, alors donc, quand vous arrivez à la Trinité et que vous êtes au rond-point où il y a la flamme, hein, donc vous ne pouvez louper cette œuvre d'art. La première entrée du bourg. La première entrée du bourg, et que vous continuez sur le nord, donc par la rocade. Donc, l'hôpital sera sur le haut du Morne, à droite en montant. Oui. Donc, entre les deux intersections, entre le rond-point de l'entrée du bourg et une intersection qui mène vers le Verpré. Verpré, oui. Voilà, donc ça sera entre les deux et ça sera sur la droite quand on monte. Et donc, nous attendons vraiment avec impatience que nous puissions avancer sur ce projet. Mon prédécesseur, Frédéric Buval, y a beaucoup travaillé hein, donc à ce dossier. Et donc j'ai pris la suite et vraiment nous devons être main dans la main pour aboutir enfin, parce que Monsieur Grabin, vous devez savoir de par vos expériences que c'est long. Ce sont des dossiers qui sont très longs, très longs. Et donc, en tout cas, nous espérons quand même que dans 5 ou 6 ans, nous pourrons avoir notre hôpital. Vous avez déjà passé les premières barres, les premiers obstacles. Maintenant, il faut arriver à l'implantation définitive. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que, en tant que maire de la Trinité, je souhaite. Mais en attendant que nous y arrivions, il y a l'hôpital actuel qui mérite d'être rénové. Oui. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'il y a des services qui ont bénéficié d'une modernisation. Et très bientôt, donc, on verra que il y aura un autre accueil aux urgences et dans certains services de consultations externes. Et il y aura des spécialités qui seront amenées, donc au niveau de la proximité, pour que ce pan du territoire martiniquais soit mieux desservi en tant que partie du territoire où il y a un vrai problème de démographie médicale. D'autant que nous avons perdu l'hôpital de Lorraine. Enfin, alors, en partie. Voilà, c'est ça. Parce que bon, il est soins de suite et de réadaptation et donc ici pratique beaucoup d'activités en ce sens. Et je crois que l'hôpital de la Trinité est un outil majeur pour la zone Atlantique, nord-atlantique, oui. Hein, et parce que nous allons couvrir toute cette zone jusqu'à Grand-Rivière, et c'est un outil dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, dans ce projet, on tient compte de phénomènes du réchauffement climatique? Mais oui, mais en fait, pour toutes les constructions d'aujourd'hui, et je crois que de par votre métier, vous le savez, pour toutes les constructions actuelles, on est obligé, la réglementation oblige aussi à tenir compte donc des aléas et de prévenir. D'anticiper, c'est une réglementation qui de plus en plus est adaptée à la réalité locale. Oui. Avant, on était sur des normes européennes. Exactement. Qui n'ont rien à voir avec la Martinique. Exactement. Et tant mieux pour nous, parce que oui, on est français, oui, on est européen, mais on est caribéen et on a donc des conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes que celles de pays européens. Déjà entre la Guadeloupe et la Martinique, on a déjà une différence. Il y a parfois des différences, effectivement. Donc, les autres îles à côté, on observe des différences. Donc il faut tenir compte, oui. Donc il faut tenir compte de tout ça. Oui, absolument. Mais grâce au dialogue permanent qui est installé, les débats se font normalement. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à avancer, on continue à faire bouger les projets. Et comme ça, tout se met en place.
En tout cas, vous avez parlé de dialogue et ça me paraît être une expression particulièrement importante. Et puis surtout, il faut que ce dialogue se traduise en actes. Et je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Je pense que les hommes, que ça soit au niveau politique ou professionnel ou autre, En amour partout, il faut savoir se parler. Exactement. Et surtout s'écouter pour comprendre. Exactement, s'écouter pour comprendre. C'est vraiment ça, Oui. la clé. Et je pense que ça sera la clé aussi de nos réussites. Oui. L'écoute qu'on porte à l'autre pour mieux comprendre celui qui est en face de nous et pour mieux trouver ensemble le cheminement. D'autant que le Code de l'urbanisme prévoit dans son article L300-2 la concertation. Donc si autour de la table, on fait tous les débats et après on arrête le projet. Et hier, on avait tendance à faire ce projet et découvrir que on n'avait pas concerté. D'où certaines disputes qu'on a connues, des ordres qu'on a connus. C'est ça. Et qui nous ont retardés. C'est ça. Et en fait, il faut absolument que on avance totalement sur cette concertation. Et vous parliez du Code de l'urbanisme, et vous avez cité l'article en question qui prévoit la concertation. L300-2. L300-2, ça c'est le professionnel qui parle là. Mais je dois dire que cette concertation, elle doit exister par ailleurs. On parle culture, il faut qu'on se concerte. On parle sport, il faut qu'on se concerte. On parle économie, il faut qu'on se concerte. Alors chaque fois la cible elle est différente, mais le socle c'est la concertation avec ou les homologues, ou la population, ou les professionnels, mais la concertation. Cette concertation a plus ou moins, je dirais, ébranlé une formule politicienne qu'on avait en Martinique, qui consistait à dire « j'ai décidé que nous allons faire ». C'est une chose qu'on a entendue beaucoup par le passé. Là, aujourd'hui, ça commence à changer, heureusement. Simplement parce que grâce aux émissions télé, grâce à l'information radio et autres, on a fait comprendre à la population qu'il existait des textes. Ah oui. Des règles. Ah oui, vous avez totalement raison. Et en fait, pour parler de la politique et des hommes politiques, et je dis hommes, le terme générique, donc ça nous comprend aussi nous les femmes, il n'est plus question de dire aux gens... autres, voilà, et ça. Et puis, les autres qui fait comme ça, moi, mon cas, dit autres, c'est ça, et puis considérer c'est ça, moi, dit autres qui bon. Et donc, non, les gens, ils vous écoutent. Ils disent, on peut pas aller haut, mais au niveau des urnes, ils mettent un autre bulletin. Voilà. Et je pense que on ne fait plus la politique comme on la faisait il y a 30 ou 40 ans. Non, c'est fini. C'est fini. Il faut dialoguer, il faut parler avec les gens, il faut être... faut informer. Voilà, informer. Il faut informer en permanence. Absolument, absolument. Et nous, c'est avec plaisir qu'on reçoit nos dirigeants, différentes personnes. On a reçu tout récemment M. David Zobda, maire de Lamantin, qui est aussi un gros projet pour le Lamantin. Et lui, il est au cœur de l'île. Et disons, c'est lui qui prend pratiquement toutes les recettes, toutes les bonnes recettes. Mais il a des entreprises sur son territoire. Il a su aménager. Oui, absolument. Absolument. Et je pense que chacun à son niveau doit chercher à développer au maximum. Mais développer tout en protégeant l'environnement. Tout en ayant en tête qu'il faut respecter. Parce qu'on peut très bien avoir développement économique et protection de l'environnement et avoir toujours en tête, donc en matière de développement économique, on choisit les bons matériaux, on choisit ça c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, ça passe un peu dans les mœurs. On le voit par exemple en matière d'assainissement, vous avez su faire ce qu'il faut à Trinité. Et il reste des choses à faire. Il reste beaucoup à faire. Mais on va dire que sur les systèmes
d'assainissement non collectif. Alors là, c'est Oui, énorme. il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. Et en fait, il y a une sensibilisation maximale à opérer pour que des personnes comprennent l'importance pour l'environnement d'avoir un assainissement non collectif qui fonctionne et qui est dans les normes. Oui. Et c'est vrai que au niveau de l'ODE, au niveau de Cap Nord, il y a eu une véritable politique de communication pour donc la population, oui. voilà, un accompagnement financier non négligeable. Mais quand on comptabilise le nombre de régularisations et de mise aux normes, ça reste encore peu. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail, ce sont des chantiers qui sont encore ouverts. À propos de chantier, par rapport à l'élévation du niveau de la mer, vous avez la crique. Les personnes qui sont sur les 50 pas géométriques. Vous envisagez de traiter ça comment? Écoutez, ils seront pas seulement les pieds dans l'eau. Hein. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Nous avons toute une frange côtière où il y a des habitants. Et puis, même en plein bourg, quand on regarde un peu le marché, la sous-préfecture elle-même et toutes les maisons qui mènent vers la gendarmerie, ce sont des maisons qui sont les pieds dans l'eau. Et c'est vrai que s'il y a une montée des eaux, s'il y a même un raz-de-marée exceptionnel, on a de gros soucis à se faire. Et la question qui se pose, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment faire pour déporter les populations donc vers l'intérieur. Aujourd'hui, il nous paraît important, si nous devons avoir une nouvelle implantation d'un bâtiment, au niveau communal par exemple, nous allons chercher à l'implanter en hauteur, comme nous allons chercher, voilà. Mais les populations qui sont là et qui sont sur le bord de mer et donc qui sont les pieds dans l'eau, donc il y a vraiment, avec les autorités compétentes, il y a vraiment à trouver les réponses, parce qu'il n'y a pas une réponse, hein, il doit y en avoir plusieurs. Ah si, mais il n'y a pas qu'une seule solution. Mais il faut y penser sérieusement. À ce propos, comment ça se passe à la CTM? Nous n'avons pas de nouvelles ni du SAR ou quoi que ce soit. Est-ce que tout cela est pris en charge et bien pris en compte à la CTM? Alors, donc la révision du SAR... c'est une arlésienne. Tarde à venir, c'est une arlésienne, mais pourtant il va bien falloir qu'on y aille. Oui. Et donc les services, donc le président du conseil exécutif a demandé à ses services d'y travailler. Parce que nous devons sortir quelque chose. Nous devons avoir une actualisation de ce SAR qui mérite d'être revu. Mais concernant le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer, il y a des instances qui travaillent dessus lourdement. Mais oui, parce qu'il y a quand même un service qui se préoccupe particulièrement de l'environnement, donc à la collectivité territoriale de Martinique. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont faits pour prévoir l'avenir concernant la montée, l'élévation du niveau des eaux. Et donc oui, il y a un service environnement qui travaille. On peut vous adresser une demande? Laquelle? Pour que nos téléspectateurs puissent enfin comprendre ce qui se passe, recevoir ce personnel, l'élu en charge, pour qu'il puisse venir expliquer. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore pu montrer à la population ce qui se fait. Vous voulez parler au niveau de la CTM? CTM, oui. Oui, ben écoutez, vous êtes vice-présidente. Oui, et je ferai passer le message volontiers. C'est-à-dire que vous avez tenté d'inviter quelqu'un qui n'est pas venu, ou vous n'avez pas réussi à trouver la bonne personne. Pour l'instant, on n'a pas eu le référent. D'accord, mais je vais me charger de faire l'ambassadrice. On compte sur vous, les téléspectateurs attendent de vous qu'on puisse demain matin faire une émission Écoutez pour comprendre, pour qu'ils puissent savoir exactement ce qui se fait. Très bien.
Très bien. Je serai l'ambassadrice donc auprès de la CTM sur ce sujet. Vous êtes membre de Cap-Nord? Non. Élu? Vous n'êtes pas élu? Non. Non, la ville est... Oui, la ville, oui, c'est ça. Il y a 6 élus de la ville qui siègent à Cap-Nord. Et donc le premier adjoint, que vous avez d'ailleurs reçu ici, Christian Palin, est président de la commission aménagement à Cap-Nord. À Cap-Nord. Oui, il est Pourquoi je vous pose la question? C'est que nous avons découvert tout dernièrement un problème de dysfonctionnement dans la chloration de l'eau. Et l'eau produite à Vevey, ces derniers temps, a quitté Vevey sans chloration pour arriver chez vous, au gros réservoir qui est à l'entrée de Trinité, là, j'oublie le nom du quartier, Cosmi, pour repartir sur la Martinique. Nous avons alerté la CTM, nous avons alerté le préfet, alerté tout le monde, et à ce jour, nous n'avons aucune réponse, silence radio, sur ce défaut de chloration. Or, l'entreprise en charge de la gestion de cette usine, je dirais, est coutumière du fait qu'elle a eu ce même problème sous la gouvernance Marie-Jeanne, connu ce même problème en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barth. Donc c'est une entreprise qui visiblement n'a pas la maîtrise de la chloration. Et c'est cette même entreprise qui travaille aussi sur la Guadeloupe et Saint-Martin? Oui. D'accord. Et qui a le marché actuel de... D'accord, donc un défaut de chloration au niveau de l'usine. Donc je vous signale ce problème-là publiquement, parce que nous avons fait le nécessaire pour que ce soit médiatisé, que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir ce défaut et qu'on n'ait pas tenu compte de ça, qu'on n'ait pas eu d'échange de communication, de quoi que ce soit. Oui. En effet, vous avez raison de pointer cela, et donc je pense qu'effectivement, il faudrait que, au moins que ça soit entendu, donc l'alerte qui est donnée soit entendue, et qu'une réponse adaptée y soit donnée aussi. Non seulement une réponse adaptée, mais aussi que les sanctions soient prises. Oui, tout à fait. Dans le contrat, il y a tout à fait. des pénalités. Si l'entreprise donc néglige une part de ses missions, et donc dans tout marché, il y a des clauses qui permettent justement de sanctionner. Hein, donc, et tout ça vous met en difficulté, vous en tant que maire. Si demain il y a quelque chose, un procès ou autre, on se retourne contre vous. C'est vous qui êtes responsable de la qualité des produits circulant sur votre territoire. Donc, l'effet boule de neige, il est là. C'est pourquoi j'ai dit, bon, j'attire votre attention sur ce sujet. Oui, c'est une alerte dont nous tiendrons compte. En tout cas, je passerai aussi le message, en tout cas pour ma part, en tant que maire de la Trinité, bien sûr, vous avez raison, mais par ailleurs, Cap-Nord doit pouvoir se saisir de ce sujet-là. Puisque c'est une eau qui est prise à partir de Trinité, peut être redistribuée à d'autres fermiers et à d'autres personnes. Donc, disons, ça couvre la Martinique. Ouais. Donc, quand on est face à ce genre de dysfonctionnement, l'alerte doit être lancée immédiatement. On ne doit pas mettre la tête sous le sable. Et l'entreprise doit être mise face à ses responsabilités. Puisqu'en fait, elle est missionnée pour, elle est payée pour. Donc, elle doit respecter sa signature. L'eau, c'est un produit. Nous le disons en permanence. L'eau, c'est un métier. On ne doit pas, lors des appels d'offres, choisir le moins disant. Ah oui, alors là. Mais je pense qu'aujourd'hui, probablement il y a eu un moment où c'était le moins disant, parce que le moins disant, donc forcément, mais aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner de cette manière-là. On ne devrait plus fonctionner de cette manière. Quand nous avons lu les décisions, nous sommes dit, attention, demain il y aura des avenants, ce qui s'est produit dernièrement. Le directeur général du groupe est venu ici pour présenter des avenants. Il a les récupérés par derrière. Et ça, la commission n'a pas été suffisamment vigilante sur cette affaire. Et nous craignons pour le marché de l'espace sud.
C'est très, très, très complexe. Il faut avoir l'œil pratiquement sur tout et éviter des catastrophes. Absolument. Donc, vous voyez, c'est pas facile, la gestion. Non, c'est pas facile. Heureusement que le législateur a prévu le contre-pouvoir. Il y a deux manières de faire le contre-pouvoir. Vous alertez, comme on le fait là, vous informez, ou vous agressez. Or, dans l'agression, on n'obtient rien. On n'obtient rien du tout dans l'agression. Mais de toute façon, ça peut pas être constructif, l'agression. Donc, ça ne peut pas porter ses fruits. Et donc, et forcément, au bout du compte, on n'obtiendra rien. Il faut trouver d'autres méthodes. Dialogue, c'est tout. Voilà. Dialogue, concertation, dont nous parlions tout à l'heure. Mais agression, alors... Oui, c'est vrai que par moment, on entend parler d'agression, on entend, mais ça ne règle pas, ça n'a jamais réglé la question de... Parce qu'à propos d'agression, quand nous regardons comment fonctionne notre société, qui est de plus en plus, je dirais, avec une nervosité à fleur de peau, est-ce que vous, en tant que mère, ça ne vous interpelle pas, ça ne vous inquiète pas? Mais écoutez, je pense que oui, c'est très inquiétant et je pense que tous les maires et tous les élus, à quelque niveau qu'ils soient, de la Martinique, doivent s'inquiéter de la situation actuelle. Et nous devons véritablement faire un état des lieux et poser les choses et regarder ensemble parce que on parlait d'agression et c'est directement lié la violence qui sévit sur notre territoire. Surtout avec armes à feu. Avec armes à feu. Et quand on parle de lutte contre le narcotrafic, donc ce n'est pas un vain mot. Et il faut vraiment que nous puissions, chacun à son niveau, se mettre à batailler contre ces problèmes de violence. Et personnellement, je pense, en tant que mère, que nous devons prendre le problème à la racine avec nos enfants. Alors, à la Trinité, nous avons une maison de la famille et de la parentalité. Une maison de la famille et de la parentalité, la MFP, comme on dit couramment, qui fonctionne. Basée où? Elle est basée sur la route qui mène au Gros Morne. Oui. Donc, quand on a quitté la Trinité et qu'on prend la direction du Gros Morne, tout de suite, sur la droite, il y a une grande maison. C'était la maison d'habitation de quelqu'un que nous avons transformée en maison de la famille et de la parentalité. Et elle fonctionne depuis 11 ans. Et nous nous attachons, nous nous attelons à ce que les questions, les sujets concernant l'éducation des enfants, l'accompagnement des familles, soit vraiment quelque chose de présent dans cette MFP, dans cette maison de la famille et de la parentalité. Et nous avons de bons résultats. Nous sommes bien accompagnés par la CAF et par d'autres institutions. Et donc, ça nous permet d'avoir un lieu d'accueil enfants-parents. Ça nous permet d'avoir un lien avec la maison de l'adolescent. Ça nous permet d'avoir un lien permanent avec les seniors qui viennent y faire des activités, qui viennent s'y amuser, qui viennent sur un jardin partagé. Et donc, planter des concombres, planter des haricots, planter des... Transférer les connaissances. Exactement. Et de temps en temps, nous avons les enfants de l'accueil collectif des mineurs, enfin le centre aéré, comme on disait avant, qui viennent là. Et donc, il y a un brassage, il y a une mixité intergénérationnelle. Et c'est comme ça que nous pourrons, à terme, résorber ce problème de violence qui est en explosion. Il faut que nos enfants soient dans une espèce de cocon où on leur apprend la réalité, on leur apprend à grandir, on leur apprend à respecter les étapes et que les enfants sont des enfants.
et vient ensuite l'adolescence, vient ensuite l'âge adulte. Et il ne faut pas brûler les étapes. Nous avons des parents qui sont parfois des jeunes mamans. Les papas sont parfois absents. En tout cas, quand il y a les jeunes mamans. C'est là tout le problème. L'absence des papas dans les foyers. Un enfant, ça se fait à deux. Un enfant, ça se fait à deux. Ça s'éduque à deux. Et l'éducation collective derrière vient compléter ce qui devrait se faire dans le foyer. C'est vrai. Et c'est cette partie que nous avons perdue. Alors, c'est vrai, dans l'idéal, c'est vrai que c'est comme ça qu'une famille est construite. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a 50 ans, 60 ans, vous me direz, c'était il y a 50 ans, 60 ans, mais il y a des mamans qui ont élevé seuls leurs enfants. Parfois, ils ont passé ça même lit. Et ces enfants-là sont devenus avocats, médecins, enseignants. Et on fait des... Et pourtant, il n'y avait qu'une maman à la maison. Alors, elle servait de papa aussi. Oui, d'accord, mais pardon de vous interrompre, lorsque cette maman vous avait dit hier, « Je crié papa au bas », tout le monde était au garde à vous. Oui, les tenir papa, mais parfois pas tenir papa. Non, pas dans la maison. Oui. Mais il y a un papa qui existait. Oui, mais parfois... il avait son autorité. Oui, l'autorité du papa. Mais c'est connu aussi, hein, des fois, la maman, elle crie, elle crie fort, et elle tape, et le papa, il quand il parlait, ou bien c'est le coup de zé, et pour qu'on était tranquille, hein. En c'est le coup de zé, on était tranquille. Nous avons perdu ça. Mais... Absolument, absolument. Mais il y a aussi, ce que je veux dire, c'est que il y a eu par le passé des familles monoparentales avec des enfants qui ont marché droit, même si pas ni papa, et même si la maman ne pouvait pas dire moi quand il criait papa au bas. Mais aujourd'hui, je pense que pour l'éducation des enfants, il y a beaucoup à faire pour accompagner les jeunes mamans, notamment. Pour on a les structures qu'il faut. Et exactement. En tout cas, à la Maison de la Famille et de la Parentalité, on a un véritable travail qui se fait et on est en concertation avec les écoles primaires en premier lieu parce que au niveau des mairies, on est responsable donc de la prise en charge périscolaire des enfants, mais au niveau des collèges et du lycée, des lycées, nous en avons deux. Nous sommes aussi très en lien, les deux collèges et les deux lycées, parce que les services de la Maison de la Famille et de la Parentalité sont dans la chaîne. Ils sont dans la chaîne avec l'Éducation nationale et avec le rectorat. Et donc, nous portons notre contribution. Et je pense que si on arrive à développer d'autres maisons de la famille et de la parentalité sur notre petit territoire Martinique, ça portera des fruits. Est-ce que c'est possible de transposer cette action dans ce que nous appelons l'éducation de la rue? Cela aussi, ce dialogue a disparu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, il y avait un respect de l'adulte qui a disparu. Exactement. Il y avait un respect de l'adulte qui a disparu. Et aujourd'hui, M. Grabin, parfois, vous croisez un enfant qui vous dit bonjour. Eh bien, au qu'a dit, petit a dit bonjour. Vous avez un enfant qui passe devant chez vous. Et donc, il lève la tête, vous êtes à votre fenêtre, il lève la tête et il dit « Bonjour madame, bonjour monsieur ». On est surpris, mais c'était ça normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, tout doucement, ça a glissé. Ou quoi pas, c'est bon qu'il y a un mot, nous, pas qu'à dire bonjour. On s'est européanisé. Mais oui, voilà. Et cette européanisation ne nous sert pas. Parce qu'au contraire, cette solidarité, cette politesse, ce respect des adultes, des personnes plus âgées, faisait que on pouvait dire oui à la Martinique, dans nos pays, là on vit autrement. Et la solidarité familiale existait aussi. Mais on a bien vu que cette solidarité familiale, elle se délite. On a bien vu que avant il y avait toujours un grand-oncle, une grande-tante, une maman doudou, une bonne maman, qui était une marraine, Anda, qui était là, et puis qui était qu'à faire partie des familles-là. Mais aujourd'hui, ça s'est délité. Et si on ne remet pas un petit peu ces standards-là dans le fonctionnement de la Martinique, on va encore davantage s'européaniser, comme vous dites, et puis surtout avoir un comportement individualiste. Et c'est pas bon. Et vous avez failli avoir une grosse catastrophe à Tartane avec ce phénomène d'européanisation. On a failli avoir à Tartane. Ah. Je me souviens, il y avait une question de pêcheurs. Oui. On
ne voulait pas que le pêcheur parte avec son bateau à 4 heures du mat. Oui, exactement. Mais en fait, ça s'est vite réglé. Oui. Parce que, bon, celui qui arrive, même si de chez lui, il n'a pas, d'où il vient, il n'a pas l'habitude d'entendre les moteurs, ni les chiens qui aboient, ni les coqs qui chantent, Oui. c'est où qui vient, il faudra ou adapter corps. Surtout qu'on ne demande pas au coq de chanter. Non. Le coq chante Et naturellement. il sait à quel moment. Spontanément, et il sait à quel moment. Et puis le marin pêcheur, eh ben, à 4 heures du matin, il a besoin de partir pour aller en pêche, pour aller pratiquer son métier. Et nous ramener du poisson. Et ramener du poisson. Donc voilà, oui, nous avons eu, mais bon, on a vite remis les choses à l'endroit en parlant, en échangeant, en parlant, et bon, à la marge, un de ces jours, on pourrait avoir de nouveau un problème, j'en sais rien. Mais quand on a un problème de ce type, il faut en parler tout de suite. Tout de suite, il faut le régler. Il faut réagir tout de suite. Il faut tout de suite. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut régler ce type de difficulté. Parce qu'on avait eu un problème comme ça aux Anzarlais, sous l'époque de feu d'Elbois, et ça avait failli tourner au vinaigre. Hein. C'est ça, non. En fait, moi je pense que quand le problème se présente, il faut le prendre à la racine et il faut aller parler tout de suite. Et il faut dire comment on vit et comment on vit dans ce pays-là. Et voilà, il est fort possible qu'ailleurs, d'où vous venez, on ne vit pas de cette manière-là. Mais en fait, ici, c'est comme cela. Mais ce rappel est valable tant pour notre autochtone qui a vécu pendant des années là-bas, Oui. ou celui de là-bas qui, ces deux-là arrivent ici et qui veulent imposer ce qu'ils ont connu là-bas. Et souvent, Absolument. nous leur disons, attends, compère, c'est pas comme ça ici. Hein. Leur parti était comme ça, ouvrier comme ça. Donc, on ne va pas modifier les choses. Ça évite des conflits. Vous avez raison, ça concerne, c'est dans les deux sens. Oui. Ça concerne les personnes qui, effectivement, sont natives plutôt, mais qui, bon, à un moment ont décidé d'eux et pensent qu'ils ont raison avec un grand R. Et donc non, en fait. Et il faut parler, il faut s'adapter, et il faut surtout qu'il y ait une conciliation, une concertation. Je crois qu'il faut que nous apprenions à vivre les uns avec les autres, et au quotidien, en fait. Pas les uns à côté des autres, Oui, pas les uns en face des autres. exactement. Et ne pas transposer nos us et coutumes. Quand nous quittons la Martinique pour quel que soit le point du monde, on n'amène pas nos tambours et tout ce qu'il y a. Dans une petite soirée, ok, mais on n'impose pas. Donc pourquoi en sens inverse, on veut nous imposer certaines Absolument. règles. Et c'est tout ça qui manifestement participe à l'éducation de la rue. Si nous remettons tout ça sur le rail, nous pensons que nos jeunes vont pouvoir comprendre qu'il faut sortir de... Ouais. Et vous savez, vous parlez d'éducation de la rue. Moi, en tant que maire, je pense qu'il y a vraiment un chantier à ouvrir avec les jeunes qui sont dans la rue. Parce que, en fait, il y a une déshérence. Mais oui, ils ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose parfois dans les tripes. Et ils ne savent même pas qu'ils ont ça. Mais c'est à nous, peut-être, pouvoir public, institutions, associations, parce qu'il faut travailler avec les associations aussi. C'est à nous de chercher à mettre en place des choses qui pourraient permettre à des jeunes qui sont dans la rue et qui peut-être n'ont aucune estime pour eux-mêmes, d'eux-mêmes, de leur dire, mais oui, mais où n'y a pas où peut faire, n'y a pas où ça fait. Donc, en nous chercher, en nous garder. Et l'éducation de la rue, c'est aussi ça. Comment on va vers les jeunes, ou moins jeunes, qui sont dans la rue, et comment on peut, avec eux, parce que vous n'allez pas faire quelque chose pour eux, de toute façon, ou qui fait bagayou, ou qui fait bako tout seul, parce que si ça n'est pas fait avec eux, si ça n'est pas pensé avec eux, on n'y arrive pas. Et vous savez, sur la Trinité, on a eu, et je m'en souviens comme si c'était hier, mais pourtant, c'était en 2008, 2007-2008. Nous avons eu une expérience que nous avons appelée le parrainage social, où nous avions donc des personnes de la société civile qui n'étaient ni élus, ni employés de mairie, ni associatifs, ni rien. C'était des personnes de la société civile ont accepté d'être parrains
ou marraine de 6, non, il y en avait 8 au départ, 8 personnes qui étaient dans la rue ou en voie d'être dans la rue, mais vraiment en situation d'exclusion, très forte exclusion pour l'un, et donc en voie de l'être pour certains autres. Et bien, cette expérience de parrainage social où nous avons donc porté le projet et nous nous sommes mis à accompagner cette personne adulte qui était devenue parrain, marraine, et ce jeune. Alors parfois, ça a été pour un jeune de lui faire une carte d'identité, de lui permettre d'aller chez le dentiste pour mettre ses dents. Donc ça veut dire qu'on a activé la machine CCAS, on a utilisé nos services, mais c'était le parrain qui accompagnait son filleul sur cette démarche de soins, sur cette démarche de formalités administratives. Et on a même obtenu en 2008 le prix de l'innovation sociale au niveau national. C'est l'Union nationale des CCAS qui pilotait ce prix et qui pilote encore, ça existe toujours, ce prix de l'innovation sociale. Et donc nous sommes allés à Périgueux, la directrice du CCAS et moi-même, j'étais en charge du social. Nous sommes allés récupérer un prix, le premier prix que nous avions eu avec 10 000 euros donc de prix pour ce prix d'innovation sociale. Eh bien, je reste persuadée que il faut sûrement actualiser. C'était en 2008. Et en fait, qu'est-ce qui a mis fin à cela? Ben, c'était 2009. 2009, il y a eu ce bouleversement social. Et des personnes qui étaient toxicomanes, qui étaient prises en charge, qui étaient accompagnées dans une démarche de soins, se sont retrouvées 2 mois sans rien, dans le Zion, sans rien. Eh bien, tout le travail fait est parti en poussière parce que ces personnes-là sont restées sans soins. Quand on est toxicomane, on est malade et on a besoin de soins. Et l'accompagnement, il n'était plus là. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut réadapter. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps au service municipal de prévention et d'insertion qui est en train de se remettre en place. Il faut chercher, il faut actualiser des choses qu'on a pu faire par le passé, mais qui peuvent porter des fruits. Donc vous avez une commission d'évaluation? Oui, il faut. Il faut, c'est-à-dire que au niveau des services, notamment au niveau du service social, quand j'ai parlé tout à l'heure de maison de la famille et de la parentalité, je viens de parler de service municipal de prévention et d'insertion, et puis ne serait-ce que le CCAS tout court, qui fait l'aide sociale classique, il faut qu'il y ait des évaluations. Et il faut prendre le temps de s'asseoir et de regarder tel dispositif, ce que ça donnait, et les statistiques, et comment on améliore les choses. Parfois, il faut abandonner parce que les statistiques nous prouvent que ça vaut pas le coup, mais il faut évaluer. Vous avez raison de parler d'évaluation et commission d'évaluation. Et en termes de retour par rapport à ceux qui reçoivent ces aides, vous avez Oui, alors... des remerciements ou autre chose? Beaucoup sur la maison de la famille et de la parentalité, mais vraiment beaucoup. Et puis, notre meilleur témoignage, c'est quand nous avons des familles qui viennent de l'extérieur, parfois du Marin, qui viennent parce qu'elles ont entendu parler d'eux ou qu'elles sont venues en visite avec X ou Y et qu'elles ont vu. Et sur tout le nord Atlantique, donc le Lorrain, Basse-Pointe, on fait des choses ensemble. Mais nous n'avons pas vocation à accueillir tout le monde puisque nous n'avons pas suffisamment de moyens humains pour nous permettre, des éducateurs, des conseillers en économie sociale et familiale, on n'en a pas suffisamment pour accueillir tout le monde. Le plus important, c'est qu'on sait que ça existe. Oui, absolument. Oui, alors, vous voyez, le temps est déjà arrivé, là, il ne va pas tarder à nous dire qu'il est présent. Il y a au niveau, pour revenir sur le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer, il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Est-ce que les nouveaux permis, vous mettez... Ah oui, ça tient compte de cela. Vous tenez compte de ça? Ah oui. Sur Tartane, tout récemment, donc on a refusé, je parlais de Fonds Basile tout à l'heure, sur Tartane, on a refusé. C'est-à-dire qu'il y avait... une demande sur... Enfin, le terrain est tout à fait viable et tout à fait... Voilà. Mais sauf qu'il est tout à fait au bord de la mer là. Et que le PPR, le plan de prévention des risques, aujourd'hui, nous dit... Stop. Et nous nous devons de respecter... Et c'est bien accueilli par l'administration? Non, pas trop. Vous imaginez? Parce que la personne sait qu'elle a son terrain, que c'est un beau terrain plat, où il y a
pour l'instant, aucune difficulté. Et elle sait qu'il y a la mer en face, mais non, ça fait mal. Et je comprends que ça puisse faire mal aux gens qui reçoivent un avis négatif pour un permis de construire. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir l'accepter. Mais pour le faire accepter, il faut qu'on puisse leur donner l'explication. Oui, exactement, absolument. Et ça, c'est important, hein. Donner l'explication et essayer de rassurer les personnes et surtout leur donner l'information. Donc, pourquoi un rejet? Pour éviter tout contentieux. Pour éviter tout contentieux. Voilà. Puis pour éviter que demain, nous nous retrouvions face à un nouveau problème parce qu'il y aura eu, avec l'élévation du niveau de la mer, des dégâts. Ou lors d'une vague de submersion. Oui, ou une vague de submersion. Voilà, effectivement. Je sais que c'est pas simple pour un maire. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut avoir une vision très large, surtout. Précédemment, écoutez, ça fait 30 ans que je suis élue. Alors, des fois, les personnes disent, mais où t'es là? Ou qu'a dit que au pâté? Où t'es là? Donc, où pour? Alors, je dis non, c'est pas comme ça. Parce que j'étais responsable d'un secteur et là, je suis maire. Donc, je dois avoir une vision très large sur tout ce qui se passe. Hein. Et puis, l'appréhension des problèmes n'est pas la même. C'est pas du tout la même mission. Et puis surtout qu'il y a le terme responsabilité. Et même responsabilité pénale personnelle. Exactement. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 40% de nos élus au niveau national, maires, ne se présentent plus. Alors qu'ils peuvent être élus dès le premier tour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un phénomène qui est observé dans beaucoup de régions de France. Hein. C'est vrai. Pour l'instant, il y a des agressions qui se font au niveau des maires, au niveau national. Agressions qui ne sont pas encore arrivées chez nous. J'espère qu'elles n'arriveront pas. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais au fait, est-ce que c'est cette grosse proximité qui fait que, bon, finalement, vous êtes encore respecté? Eh bien, j'espère que cette proximité continuera, si c'est elle qui protège les maires, les élus de grosses agressions, comme celles dont on entend parler au niveau national. Eh bien, oui, cultivons donc cette proximité, cultivons la simplicité, le dialogue avec la population, être tout près des gens. Et donc, si c'est ça, oui, continuons à cultiver cela, parce que c'est important. Évitons d'importer des westerns d'ailleurs. Exactement. En tout cas, Madame la maire, c'est très passionnant, notre échange. Merci. Je suis obligé de me séparer de vous, me séparer de la population qui nous écoute pour comprendre. Dernier message que vous avez, ça aurait été quoi? Mais, écoutez, j'étais très contente de partager avec vous, Monsieur Grabin, mais au-delà, avec la population. Et puis, je crois que écouter pour comprendre, hein, c'est vraiment un intitulé qui permet à chacun de trouver son compte. Et cette heure que nous avons passée ensemble me donne à croire qu'il y a des personnes qui auront entendu certains messages et que, bon, ça leur aura fait du bien. En tout cas, au moins ça. Des personnes qui auront compris le pourquoi du comment. Voilà, c'est ça. Pourquoi quand on dit oui, c'est oui, quand on dit non, c'est non. Exactement. Exactement. Et surtout un non franc. Et que on est, dans certaines situations, tenu de dire non. Il faut que les personnes comprennent ça. Mais c'est par le dialogue qu'on peut comprendre. On en revient là. En tout cas, Madame la maire, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir pour nos téléspectateurs. Nous espérons vous revoir devant nos caméras pour poursuivre notre entretien. Très bien, merci. Et surtout, continuer à donner l'information. Je suis partante. Il faut amplifier. Absolument. Et surtout faire tout ça pour une Martinique autrement. Exactement, Monsieur Grabin. En tout cas, merci. Merci pour ce bon moment passé ensemble, cette heure d'échange, et qu'elle a été profitable aussi aux téléspectateurs. C'est ce que j'espère. Ça a été un grand plaisir partagé. Merci encore. Mes respects. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir.